Je suis Fernand Cornelier. Je suis né à Joliette en 1920. Mon père était un employé du Canadien national. Il était serre-frein et il est décédé à la suite d'un accident du chemin de fer en 1927. Et j'ai fait mes premières études dans un jardin d'enfants à Joliette. Et par la suite, j'ai fait mes études au séminaire de Joliette. J'ai terminé ma philosophie. Je suis allé pendant 1 an et demi à l'école normale Jacques-Cartier à Montréal, mais je n'ai pas terminé. Et par la suite, je suis allé travailler à Ottawa, où j'étais à la traduction générale. C'est un poste que j'avais obtenu d'un de mes oncles qui était député à l'époque. Et ce travail à la traduction générale consistait surtout à traduire les arrêtés en conseil. J'ai été à Ottawa jusqu'en 1946, je crois, si ma mémoire est bonne. Et je me suis marié au mois d'août 1946 avec Rita Blackburn de Chicoutimi. Et c'est comme ça que je suis déménagé à Chicoutimi quelques mois après mon mariage, où j'ai pris un emploi à la compagnie de téléphone Saguenay-Québec, qui appartenait à la famille Dubuc. L'ancêtre Dubuc, Alfred Dubuc, avait été le roi de la pulpe dans son époque, à la fin des années 20. Et c'est lui qui avait fondé Val-Jalbert. Et suite à une faillite assez monumentale de son entreprise, Val-Jalbert est devenu une ville fantôme. L'usine avait fermé. Mais il avait conservé la compagnie de téléphone que Bell Canada a acheté. Je ne me souviens pas de l'année exacte, là, c'est au début des années 50. En 1956, alors que j'étais devenu employé de Bell Canada, j'ai eu un transfert à Québec dans le bureau commercial où je m'occupais en particulier des environs de Québec. On s'occupait des abonnés, en particulier de Lévis, par exemple. Et j'ai été 1 an à Québec. Par la suite, j'ai été transféré à Sainte-Agathe-des-Monts à titre de gérant local, poste que j'ai occupé pendant environ 4 ans. Puis, à Sainte-Agathe, je me suis occupé de différentes choses. J'ai occupé beaucoup de fonctions sur le plan social. Par exemple, je me suis intéressé d'une façon particulière à la Chambre de commerce, qui vivotait, si on peut dire. Et après pas mal d'efforts, j'ai réussi à la remettre sur pied. De 25 membres actifs qu'il y avait quand je suis arrivé, on est devenu une chambre de commerce avec 150 membres. Et on s'est intéressé d'une façon toute particulière aux affaires municipales, bien sûr, mais au tourisme, au développement du tourisme à Sainte-Agathe. En 1962, j'ai été transféré à Sherbrooke à titre d'adjoint au directeur régional. Poste que j'ai occupé jusqu'en 1962. C'est en 60 que je suis allé à Sherbrooke. En 62, j'ai été transféré de nouveau, mais cette fois à Roberval, au lac Saint-Jean, où le Bell Canada
avait décidé d'ouvrir un bureau commercial. J'ai occupé ce poste-là pendant 2 ans, jusqu'en 64, où on m'a envoyé par la suite à Saint-Hyacinthe à titre de gérant local. Poste que j'ai occupé jusqu'en 70, alors que j'ai obtenu un congé sans solde pour me présenter en politique. À Saint-Hyacinthe, j'ai réalisé un rêve de jeunesse, en me présentant en politique. J'ai mentionné un peu plus tôt qu'un de mes oncles, qui était député à Ottawa, m'avait trouvé un emploi comme à la traduction générale. Mon oncle était député de Joliette-l'Assomption de Montcalm. Dans ce temps-là, les 3 comtés étaient ensemble. Il avait été élu une première fois dans une élection partielle en 1927. Il avait été réélu par la suite jusqu'en 1945, où il a décidé de prendre sa retraite. Et il a été remplacé comme député de Joliette par Georges-Émile Lapaille. Quand mon oncle était député, surtout ces dernières années, moi, je me souviens en particulier de son élection de 1940. J'étais étudiant au séminaire de Joliette et j'avais pris une part assez active dans son élection, dans l'organisation et comme orateur sur les tribunes électorales. Par la suite, quand j'étais à Sainte-Agathe-des-Monts, j'avais été très actif sur le plan social à la Chambre de commerce et des amis du Parti libéral m'avaient incité à me préparer à devenir candidat libéral dans le comté. Mais mon plan a échoué puisque j'ai été transféré en 1960 à Sherbrooke. À Sherbrooke, j'ai participé à l'élection provinciale en 1960, à l'élection de Jean Lesage. Et j'ai toujours été assez actif dans l'organisation libérale. À Roberval, je ne me suis pas mêlé du tout à la politique, mais à Saint-Hyacinthe non plus. Chose assez surprenante. Je me suis intéressé à Saint-Hyacinthe beaucoup plus aux activités socio-économiques comme la Chambre de commerce, le club Richelieu, le développement industriel, des choses comme ça. Mais en 70, lorsque les élections provinciales ont été déclarées, j'ai pensé que c'était peut-être l'année où je devrais me faire le saut en politique. Je n'étais pas membre du Parti libéral, c'est-à-dire que je n'avais pas ma carte de membre. Mais j'ai offert mes services à l'Association libérale, qui, après consultation avec l'ancien député Saint-Pierre, qui avait été ministre dans le gouvernement Lesage, ont fini par me permettre de me présenter à la convention où nous étions 3 candidats. Un des candidats s'est désisté en ma faveur et j'ai gagné la convention haut la main, si on peut dire. J'étais bien fier de moi. Et on s'est lancé dans la campagne d'une façon très, très active. Et même si les citoyens de Saint-Hyacinthe, surtout mes adversaires politiques, disaient que je n'avais aucune chance de me faire élire parce que j'étais un étrange, c'est-à-dire que je n'étais pas né à Saint-Hyacinthe et que Saint-Hyacinthe n'acceptait pas les étrangers pour se faire mener par le bout du nez. Mais j'ai gagné quand même mon élection haut la main, si je peux dire. J'ai été très satisfait de la majorité que j'ai eue cette année-là.
Et je suis devenu député de Saint-Hyacinthe. Mais ce goût de faire de la politique m'était venu justement de mon oncle qui avait été député à Ottawa et de mes relations par la suite avec Georges-Émile Lapalme, que j'avais bien connu, parce qu'il avait été associé en droit comme avocat avec mon oncle. Et il avait même remplacé mon oncle comme député à Ottawa pour le comté de Joliette-l'Assomption-Montcalm. Et quand Georges-Émile a décidé de devenir chef du Parti libéral du Québec, j'ai été parmi ceux qui l'ont sollicité de se présenter. Et j'ai parcouru plusieurs villes avec lui à travers le Québec où il travaillait pour se faire élire, pour se faire choisir comme chef du Parti libéral. J'étais à cette époque-là à Chicoutimi et j'ai participé à une assemblée monstre où Georges-Émile était venu faire sa propagande. Et on se rappelle qu'il était un orateur assez réputé, assez surprenant. Et je lui avais demandé de ne pas parler plus qu'1 heure, mais il avait réussi à parler 1 heure et demie. Et les gens n'avaient pas trouvé ça long. Lorsqu'il a été choisi officiellement comme chef du Parti libéral, j'étais très heureux. Mais à cette époque-là, je ne pensais pas encore me lancer en politique. Je me trouvais trop jeune. J'avais de jeunes enfants. Mais en 70, la piqûre m'a repris et j'ai pris une décision un petit peu secrète. Je me souviens que c'était un vendredi que j'avais eu une entrevue avec le président de l'Association libérale du comté de Saint-Hyacinthe, où on avait décidé que je me présenterais à la convention, mais que la nouvelle ne deviendrait officielle que le lendemain, parce que le vendredi soir, il y avait un radioton pour le Club Richelieu, et j'étais en charge du radioton. Alors, on ne voulait pas mêler la politique avec mon rôle de Monsieur Radioton, comme on appelait celui qui était responsable du radioton. Et le lendemain matin, vers 11 heures, je l'ai annoncé à la radio que je me présentais à la convention du Parti libéral. Et ma femme l'ignorait. Je n'avais pas dit un mot à ma femme encore. Et même si elle n'avait pas l'habitude d'écouter la radio, je n'avais pas pris de chance, j'avais appelé ma voisine pour lui dire que je me présentais et d'aller rendre visite à ma femme, mais de ne pas lui dire que j'avais décidé de me lancer en politique, que j'irais moi-même lui annoncer à l'heure du repas du midi. Alors ma femme a fait une crise de larmes quand elle l'a su. Elle dit, je ne peux pas croire que tu me fais ça. Mais j'ai dit, tu sais, j'ai toujours aimé la politique. Puis c'est un rêve de jeunesse. Puis je veux le réaliser. Elle a fini par se faire à l'idée. Et elle m'a suivi durant la campagne électorale d'une façon très assidue. Comme tous mes enfants, d'ailleurs, j'ai 4 enfants qui m'ont supporté. Je ne dis pas qu'ils étaient très heureux de ma décision, mais ils m'ont supporté jusqu'à la fin. J'ai siégé à Québec avec des collègues en 1970. J'avais rencontré Robert Bourassa alors qu'il était dans l'opposition durant le régime de Daniel Johnson. Alors, j'étais pas un pays inconnu quand je suis arrivé à Québec et que mon chef était Robert Bourassa.
Mon programme politique électoral en 1970 était assez simple. Je me présentais pour servir les électeurs, la population du comté de Saint-Hyacinthe. On sait que Saint-Hyacinthe est une région agricole, est aussi une région industrielle. Et je mettais beaucoup d'accent sur le développement industriel. Parce qu'avant d'être député de Saint-Hyacinthe, le maire de Saint-Hyacinthe, M. Jacques Lafontaine, m'avait fait l'honneur de me nommer sur le bureau de la commission industrielle de la ville de Saint-Hyacinthe. Et par la Chambre de commerce, par la suite, je me suis intéressé encore davantage, peut-être, au développement de Saint-Hyacinthe du côté de l'industrie, mais aussi du côté de l'industrie agricole. On sait qu'à Saint-Hyacinthe, il y avait l'école de médecine vétérinaire, il y avait le centre d'insémination artificielle, il y avait l'Institut agricole de Saint-Hyacinthe. Et pendant que j'étais député, j'avais travaillé très fort à faire installer, à faire ouvrir un laboratoire particulier dans le complexe agricole de l'École de médecine vétérinaire de l'Institut. Et sur le plan industriel, par la Chambre de commerce, c'est-à-dire, à la Chambre de commerce, avant d'être député, j'étais secrétaire et j'avais déjà abandonné ma fonction quand je suis devenu député. Mais je suis resté quand même très intéressé à la Chambre de commerce et je me suis servi de mon influence de député pour amener la Chambre de commerce à s'intéresser d'une façon toute particulière et avec plus d'acharnement, si possible, au développement industriel. Et c'est ainsi, par exemple, que nous avons réussi, avec le ministère de l'Industrie du Québec, à former à Saint-Hyacinthe une vraie commission industrielle, avec un directeur, et qui était composé de représentants de tous les milieux de la société de Saint-Hyacinthe. Autant les commerçants, les industriels, les syndicats, les agriculteurs faisaient partie de la commission industrielle. C'était une entreprise multiculturelle, si je peux dire, et on a eu de grands succès. Le parc industriel de Saint-Hyacinthe, pendant les quelques années où j'ai été député, s'est développé assez rapidement. Mon premier terme, de 70 à 73, a été celui que je considère le plus actif, en autant que je suis concerné. Par la suite, j'avais l'impression que mon rôle de député est devenu routinier. J'avais beaucoup d'amis dans le comté. J'étais invité à une multitude de rencontres, mais je ne trouvais pas de travail particulier à faire. Et j'ai trouvé ça un petit peu routinier. Je me suis présenté à l'élection de 73 avec encore beaucoup d'ambition. Mon élection s'est très bien passée. D'ailleurs, on sait les résultats que le parti avait obtenus à cette élection-là. Mais par la suite, j'ai représenté du mieux que j'ai pu le comté de Saint-Hyacinthe. Mais je n'avais plus le même dynamisme, je suis obligé de l'admettre, bien que j'ai toujours fait tout mon possible pour rendre service à mes concitoyens,
être à leur disposition. Et à Ottawa, à Québec, je trouvais le rôle un petit peu ingrat. Le député, qu'on appelle le backbencher, n'a pas un rôle très, très glorieux à jouer dans la politique, dans le Parlement québécois. Le gouvernement est formé d'un cabinet de ministres et c'est lui qui dirige. Le député peut émettre son opinion, surtout au niveau du parti, au caucus des députés, mais son rôle est plutôt obscur et c'est souvent démoralisant un peu. J'ai trouvé, surtout le deuxième terme, un peu plus difficile à supporter. Et quand il est venu la dernière élection, j'avais décidé de me retirer, mais Robert Bourassa m'avait convaincu de rester encore un terme, quitte à démissionner durant ce troisième terme si j'étais élu. Alors, je me suis présenté, et comme beaucoup de mes collègues, j'ai été défait, ce qui a plu énormément à ma femme. Ça m'a moins plu parce que je devais retourner travailler à mon ancienne compagnie, Bell Canada. Et à la fin de novembre 1976, j'ai repris du travail à Bell Canada. Pendant quelques mois, j'ai été assigné à une tâche à Montréal, où je n'étais pas tellement heureux. Et par la suite, on m'a confié la tâche de prévoir les développements futurs du nombre d'abonnés, du nombre de téléphones que le Bell pourrait installer dans les années à venir. C'est un petit peu un travail d'actuariat, bien que je n'ai aucune formation, mais je peux dire que j'ai assez bien réussi dans ce travail-là, puisque la première année, en 1977, j'ai travaillé dans la région de Saint-Hyacinthe et dans la région du Joliette, jusqu'à Saint-Gabriel-des-Monts. Et j'avais prévu que dans ces deux régions-là, le Bell augmenterait son nombre d'abonnés, son nombre de téléphones en service par 22 000. Et on a obtenu 21 200. Alors, j'étais bien fier de moi et les ingénieurs n'en revenaient pas parce que ces statistiques que j'avais la responsabilité d'établir permettaient aux ingénieurs de prévoir les développements techniques pour absorber cette augmentation du nombre de téléphones en service. J'ai fait ce travail-là jusqu'en 1979, alors que j'ai décidé de prendre ma retraite de Bell Canada. Et au mois d'août 1979, bien que j'avais 59 ans seulement, j'ai pris ma retraite. Et je suis devenu un Canadien errant. J'avais acheté l'hiver précédent une roulotte Airstream, tout en aluminium. Et à ma retraite, je suis parti pour l'Ouest canadien. Et pendant 7 ans, j'ai voyagé à travers les États-Unis, le Mexique. Je voyageais du mois de septembre au mois de mai. Et durant les mois d'été, je restais près de mes enfants au Québec. Ma roulotte était ma principale résidence, ma seule résidence dans ces années-là. Et on prenait plaisir, mes enfants et ma femme, de dire que j'étais, parce que mes enfants ne voyageaient pas avec moi, mais ma femme voyageait, que j'étais un Canadien errant.
J'ai bien apprécié, j'ai visité tous les États américains, toutes les provinces du Mexique, du nord jusqu'au sud, de Cancun. C'était des années absolument merveilleuses de connaître différentes cultures. Et je ne regrette pas ces années-là. Cependant, des raisons de santé, ma femme souffrait d'arthrose déjà à l'époque. Et moi-même, les années commençaient à se faire sentir, j'avais des problèmes d'arthrite. Alors nous avons décidé de faire une vie un petit peu plus tranquille et de nous installer pour les mois d'hiver en Floride et d'arrêter de voyager, d'être un Canadien errant. Je suis devenu ce comme on est appelé là-bas en Floride, un snowbird. Et je passe encore mes hivers en Floride. Je n'ai plus ma roulotte d'antan. J'ai une petite maison mobile, un parc modèle. Et nous faisons une vie retirée, calme, très heureuse. J'ai habité pendant quelques années, après ma retraite, à Québec. Et en 1996, j'ai décidé de déménager à Montréal pour être près d'une de mes sœurs qui demeurait au village olympique. Et je suis allé vivre au village olympique où je demeure encore aujourd'hui. Mais avec mon épouse, nous sommes très heureux de passer nos étés au village olympique. Et j'aime le village d'une façon particulière parce qu'à l'intérieur du village, nous avons tous les services que nous pouvons désirer. L'épicerie, le bureau de poste, la pharmacie, le nettoyeur, le coiffeur. Nous avons même une clinique du CLSC. Alors, nous pouvons vivre à l'intérieur du village olympique sans avoir à sortir à l'extérieur, sauf peut-être pour l'achat des vêtements. Alors, nous sommes très heureux. Nous avons des activités comme la pétanque, le golf miniature. Et nous faisons une belle vieillesse, même si la santé est moins bonne que nous le souhaiterions. Mon épouse en particulier, qui souffre d'arthrose très sévère, a de la difficulté certains jours même à marcher. Et moi-même, j'ai dû subir des opérations vasculaires dans les jambes. Et aujourd'hui, je suis obligé de me servir d'une canne parce que je perds un petit peu l'équilibre lorsque les douleurs dans les jambes viennent trop sévères. Alors, je me suis réellement désintéressé de la politique, bien que ça me revient un petit peu aujourd'hui. Maintenant que je suis un petit peu plus sédentaire, là, j'aime bien lire mes journaux et même en Floride, le Journal de Montréal, la presse en particulier, me manquerait si je ne l'avais pas. Mais quand je voyageais avec ma roulotte, je ne sentais pas tellement le besoin d'avoir les journaux, la télévision ou la radio. Alors, pour cette raison-là, je m'étais complètement désintéressé de la politique. Je me suis intéressé d'une façon un petit peu particulière aux questions de référendum, parce que je ne m'en cache pas, je suis fédéraliste. Je crois au Canada